Philippe Couillard, c'est quelqu'un, il me semble, qui a abandonné le bateau un peu trop vite. Puis qui est allé dans l'entreprise privée au niveau là, médical. Quels étaient et quels sont vos liens, dites-le, avec M. Porter? D'abord, commençons par le début. C'est pas moi qui ai nommé Dr. Porter. Il a été nommé par le conseil d'administration de son hôpital vers 2004-2005. Je l'ai connu par la suite, comme beaucoup de monde l'ont connu à Montréal. Il était impliqué dans toutes sortes de petites magouilles sur le CHUM dans le temps. Mais c'était votre ami, c'était plus qu'une connaissance, C'était une bonne connaissance. Un ami, c'est quelqu'un qu'on voit très régulièrement, là, avec lequel on se confie. Arthur and I have been excellent friends, so very close friends since the first time we met in 2003. I admire particularly the way, Arthur, you were able to blend into Quebec and even this strange world that sometimes is Quebec politics. C'est plus sa personnalité qui est inquiétant. C'est quelqu'un qui semble comme plus opportuniste. Alors, il va faire un petit bout de temps. Si ça l'intéresse, après ça, on peut pas comme se fier à lui. It's a great leadership and a great time here from Montreal, Arthur. Thanks for that. C'est important. Pourquoi il faudrait que les travailleurs, entre eux, sur une chaîne de montage, parlent anglais? Pouvez-vous m'expliquer ça? Ils parlent français entre eux, Mme David. OK. Mais s'il vient Puis les manuels, j'espère qu'ils sont en français. S'il vient un client voir l'appareil qu'ils vont exporter, j'espère, aux États-Unis ou en Angleterre, ce client-là vient sur le plancher de l'usine. Lui, il veut parler aux travailleurs, il veut parler au contremaître. Comment c'est fait? Qu'est-ce qui arrive si j'étais le problème? Bien sûr, les gens se parlent français entre eux au travail. Mais la connaissance de l'anglais, Mme David... C'est toujours une zone grise. On va en parler avec un éthicien, M. René Villemure. Bonjour, M. Villemure. Bonjour. Dites-moi, M. Villemure, est-ce que un politicien qui retourne au privé a le droit de négocier sachant qu'il s'en va pendant qu'il est en fonction? Comment vous voyez ça? Bien, si vous employez le terme « a-t-il le droit », je vous dirais que dans l'état actuel des choses, il a le droit. Par contre, c'est assorti de certaines obligations morales qui ne sont pas balisées du tout. Il y a un parallèle à faire avec la situation en France où il existe un commissaire à la déontologie. Et puis les politiciens qui désirent aller dans le privé, dès l'énoncé de leur désir, font un peu valider leur décision par cet officier-là. Et l'officier va, avant qu'une offense se commette, permettre ou non aux politiciens d'aller de l'avant. Alors ça évite d'avoir à dire par la suite, c'était une zone grise, là. Alors, ça peut ne pas être tout à fait correct d'avoir un GSI, mais ce n'est pas légal. Donc, c'est moralement questionnable. Bien, écoutez, moi, j'ai lu le rapport du commissaire au lobbyisme hier soir, et puis le rapport fait état d'une énoncé de faits, d'une suite de faits, là. Et parmi les faits, on se rend compte qu'il y a deux périodes qui se chevauchent où M. Couillard avait déjà signé une entente et avait, à quelque part, était encore au gouvernement du Québec. M. Couillard a toujours été un ministre, vous savez, qu'on a qualifié d'honnête, d'intègre et de bonne foi. Absolument. On ne questionne pas ça aujourd'hui. Non, c'est ça. Puis il faut faire attention. M. Couillard pouvait-il laisser son emploi et après faire quelque chose? Il y a eu une tierce partie d'impliqués. C'est la tierce partie qui a présenté les messieurs Hellman à M. Couillard. Il y a eu des avis juridiques de donner. Vous savez, je pense qu'il y a lieu de porter attention, mais le rapport établit que, d'une part, M. Hellman n'ont pas fait de lobbyisme auprès de M. Couillard. Mais ce que le rapport ne dit pas, ce qu'il ne dit pas, c'est du moins, tout au long du rapport, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est affirmé sur la conduite de M. Couillard. Le problème avec la loi sur le lobbyisme, c'est qu'on balise les lobbyistes sans baliser ceux qui font l'objet de lobbying. Alors, pour bien comprendre, le lobbyiste n'a que passer sur la rue, te faire un clin d'œil, puis c'est toi qui seras en l'auto. La sollicitation n'est pas faite par le lobbyiste, mais toi, tu as bien le droit d'aller le voir. Et voilà. Et c'est ça qui est curieux, parce qu'un organisme gouvernemental qui ne balise pas ses propres gens, mais qui balise ceux de l'extérieur, il me semble qu'il y a une petite ironie là-dedans. Alors donc, nous n'avons pas, au Québec, de facto, de commissaire à l'éthique. Non. Est-ce que ça devrait être créé, selon vous? Est-ce qu'on a besoin de ça? Ou si on laisse le monde politique sans surveillance? Bien, je crois que la création d'un poste de commissaire, et je vous dirais à la déontologie, c'est-à-dire sur la validation de certaines règles, un commissaire qui ferait enquête, là, ça s'est vu dans la plupart des pays où le sujet de l'éthique est plutôt avancé. L'exemple de la France est frappant. La commissaire en déontologie en France, comme je vous disais, donne un go avant que les choses ne se passent comme ça. Et c'est ultra confidentiel et ça tient compte du fait que les politiciens doivent gagner leur vie après leur vie publique, là. Enfin, M. Villemure, ça veut dire que les gouvernements essaient de contrôler la gouvernance de nos institutions, mais pour ce qui est de leur propre gouvernance, il n'y a pas tellement d'autocritique là-dessus. Il y a un grand vide là-dessus. Merci, M. Villemure. Je vous en prie. Au revoir. Bonne fin de journée. On va-tu à notre blog, nous autres, pour regarder...